Bonjour Michel. Salut Jean-Dominique. Alors j'ai le plaisir de recevoir pour cette capsule Michel Abagliati. Bon, je pourrais prendre aisément le 20 minutes pour te présenter. C'est pas le fou. On va faire ça un petit peu plus bref quand même, mais bon, évidemment, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, Michel Abagliati est l'auteur de la célèbre série Paul, qui a fait l'objet d'une série de 9 albums, une adaptation cinématographique. Il y a aussi un radio-théâtre podcast. Oui, Paul dans le Nord, oui. Oui, Paul dans le Nord. Donc Michel, j'aimerais dire d'entrée de jeu que tu es, grâce à ton œuvre, tu es vraiment un acteur central, si on veut, de la renaissance de la bande dessinée québécoise. C'est-à-dire que au milieu des années 90, le magazine Crow a fermé, ce qui a vraiment jeté une douche froide sur le milieu de la bande dessinée. Hein. Et donc, il faudra attendre 1998 pour la fondation des éditions de la Pastèque, et l'année suivante paraît Paul à la campagne. Et tu es intimement lié donc à ce renouveau de la bande dessinée québécoise, parce que tu as réussi, à mon humble avis, l'impossible, c'est d'aller chercher des nouveaux lecteurs et des nouvelles lectrices et de les amener à la bande dessinée. Et c'est devenu, Paul, je veux dire, c'est la consécration. Est-ce que pour toi, le fait d'être adapté au cinéma, c'était en quelque sorte une certaine consécration? Non, pour moi, le cinéma, ça n'a jamais été une consécration. D'accord. Je m'excuse. Non, je pose la question. Non, mais c'est une simple déclinaison. Je trouve qu'on met beaucoup d'exposure sur le cinéma. Genre, là, t'es au cinéma, là, t'es quelqu'un, là, t'es arrivé. C'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas ça. Je veux dire, je suis écrivain. Avant tout, l'œuvre principale, c'est le livre, c'est l'imprimé. Pour moi, c'est ça qui est numéro 1. Si on en fait des podcasts, des films, des longs métrages, des courts-métrages, tant mieux. Mais pour moi, c'est les déclinaisons de l'œuvre originale, là. Parce que le projet principal, évidemment, c'est l'œuvre de papier. Oui, pour moi, oui. Est-ce que... C'est là que j'ai le contrôle aussi. Je veux dire, dans une aventure comme un film, là, je veux dire, là, t'as 60 personnes qui travaillent sur ton affaire. Tu sais comment c'est dilué. Les gens tirent la corde. Je veux ci, je veux ça. Si on faisait ça, on n'a pas d'argent. Ça revient souvent. Pas d'argent pour ci, pas d'argent pour ça. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop long. Tandis quand on a... C'est nous l'artiste. Moi, je suis le capitaine là, du bateau. Là, je fais tout ce que je veux. En plus, je tire les voiles. Je veux dire, je m'occupe de la barre. Je fais tout. Là. Ça, c'est assez imbattable comme position de création. Et est-ce que ce sentiment-là persiste à travers toutes ces années-là? Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Paul en est rendu à 9 albums, plus une monographie, plus un livre d'entretien que tu appelles... Le Gros Jaune. Le Gros Jaune, le Gros Paul. Est-ce qu'à chaque parution d'un Paul, est-ce que pour toi, comme auteur, tu prends ça pour acquis ou s'il y a toujours le stress du premier album? Ah ben oui, non, ça c'est constant, c'est constant. De toute façon, c'est pas si confortable à la création, c'est d'être dans le doute pendant 1 an et demi, 2 ans. Si tu bon, ça va. Est-ce que ça passe? Si tu bon, je suis en train de me planter. Ça, tu te poses la question tout le long. Après ça, tu sors le livre, ils vont-tu aimer ça? C'est assez stressant. Après ça, quand tu as quelques approbations de journalistes, de lecteurs, d'amis, tu dis ça a passé le cap, là, c'est comme parfait. On continue, c'est un peu comme ça tous les fois. Là. Est-ce que, par exemple, pour Paul à la maison, qui est le plus récent de la série, mais qui est aussi un album au niveau du ton, qui est quand même un peu différent du reste de la série, est-ce que tu avais certaines appréhensions, justement, face à la réaction des lecteurs-lectrices qui attendaient ton album? Oui, à des moments, je me suis demandé si c'était pertinent, s'il n'était pas pour trouver ça plate. Est-ce que c'est intéressant, la vie d'un cinquantenaire dépressif, un peu perdu sur un radeau? Après ça, je me suis dit, ça peut peut-être plaire à des gens qui sont séparés dans la cinquantaine. Il y en a pas mal, qui vivent une traversée du désert comme ça. Puis aussi, je savais que j'avais peut-être quelque chose de spécial. C'est un homme qui parle. On l'a pas vu tant que ça. Si souvent, c'est un homme qui se confie sur
ses tristesses, puis ses déboires, et puis sa solitude. Ça, je me disais, ça risque peut-être d'intéresser les gens. J'ai visé assez juste. Les commentaires que j'ai eus à la fin, c'était pas mal ce que j'avais prévu, là, tu sais. C'est un livre qui était triste pour moi et comment douloureux à faire, parce que je me confie beaucoup. Là, je déchire ma chemise dans cet album-là. Vraiment, je suis en petite culotte sur un stage, là, devant tout le monde. J'ai joué cette carte-là. Il faut que j'assume, là, tu sais. J'ai lancé quelque chose comme ça dans le marché. J'avais besoin de le faire. J'avais besoin de parler de ça. Au début, je me disais, je vais-tu le faire? Je le fais-tu pas? Je vais-tu par là? C'est très privé. Est-ce que j'arrête à Paul dans le Nord puis c'est correct? Non. J'ai commencé à dessiner ça. J'ai commencé à écrire ça. Ça me plaît. J'ai envie de parler de ça. Je pense que je suis assez solide pour en parler. Puis je me suis laissé aller, là. Il faut dire aussi que dans cet album-là, il y a des grands moments de rire. Oui. Et au niveau de l'alchimie, au niveau du travail, c'est vraiment un travail de précision que tu as réussi à faire, Michel, dans cet album-là, parce que tu es constamment sur le fil entre le drame et la comédie, parce qu'au final, ces deux... Ça se côtoie dans la vie. Ça se côtoie. Oui, ben, c'est comme ça dans ma vie aussi. Tu sais, je te disais tout à l'heure, ma vie, c'est un peu un roller coaster d'émotions. Il y a des jours où je suis très, très bas, puis comme, je vais mourir. Le lendemain, maudit que la vie est belle. Le lendemain, je veux mourir. L'album ressemble à ça, puis aussi que je tiens en compte le plaisir du lecteur. Hein. Ça, c'est bien important pour moi. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. J'aime que le lecteur me suive, j'aime que ça plaise, j'aime qu'il passe un bon moment. J'aime pas l'idée de gaspiller 50 000 exemplaires puis de papier, puis c'est pas à mon goût. C'est pas un journal, j'ai toujours dit, c'est pas un journal personnel, Paul, c'est fait pour le lecteur. C'est sur le jon, c'est sur le jeu. Je parle en jeu à un lecteur X, mais je veux qu'il y ait du fun. Fait que il y a de la place pour l'humour là-dedans, il y a de la place même pour... je parle de typographie, à un moment donné, je peux déroger. On le sait que le gars, il file pas. Tout le long, il file pas. La colonne centrale de ça, c'est le gars, il file pas. Il est séparé, il est isolé dans un bungalow de banlieue. Bon, ça, c'est placé. Après, à côté, on peut mettre un paquet d'affaires. On peut parler de typo, on peut parler de dentiste, on peut parler de voyage. D'apnée du sommeil. D'apnée du sommeil, c'est bien drôle. D'implants dentaires. Il y a une page, la page sur le dentiste, c'est très drôle, là, moi. Personnellement, celle sur l'apnée du sommeil, c'est d'une justesse parce qu'on partage ça entre nous. Ah, d'accord. Oui. J'avoue que quand je suis tombé dans cette portion-là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est vraiment d'une précision. Alors, il l'a vécu de l'intérieur, ça s'invente. Ah, pas, non, pour ça. Là, j'ai passé les tests, tout ça, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Puis c'est ça, c'est comme, c'est une grosse déprime quand t'aboutis avec cette machine-là, c'est ce masque-là, tu te dis, mon Dieu, ma vie est finie, ça n'a pas d'allure de dormir avec ça. Finalement, on s'y fait, puis bon, il y a pire que ça dans la vie. Effectivement. Oui, il y a pire que ça. À un certain moment, et c'est autour des années 2004-2005, je me souviens, tu avais accordé une entrevue à Indicatif Présent. Voyons, le nom de l'animatrice m'échappe. Marie-France Bazot. Ah oui, OK. Oui. Je me souviens pas exactement pour quel album de Paul. C'était peut-être le 3. C'était peut-être Paul à la pêche, peut-être en 2005. Non, c'était peut-être pour Paul en appartement, oui. Je pense que c'est Paul en appartement. Et si ma mémoire me sert bien, à partir de ce moment-là, c'est comme si la série avait atteint une autre vitesse de croisière. C'est-à-dire que là, tout à coup, dans les médias, on s'est mis à parler de Paul, on s'est mis à parler aussi de bande dessinée. C'est vrai. 2004-2005, j'avoue que ça, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Paul en appartement a beaucoup pogné, on s'est mis à en parler. Ouais. On s'est mis à parler de bande dessinée, puis il y a des gens qui... maintenant, il y en a tous les semaines, je veux dire, dans les journaux. Tout à fait. Mais je veux dire, ça, il y a 15 ans, ça aurait été impensable. Non. Ça aurait été de la science-fiction. Oui. Est-ce que tu sentais à l'époque que tu avais une responsabilité? À partir du moment que les projecteurs se sont braqués sur Paul, est-ce que tu as senti que tu avais une responsabilité face au milieu de te dire, là, tout à coup, cette lumière-là que la série reçoit va forcément rejaillir sur les productions de mes collègues? Non, j'ai pas eu ce sentiment-là. Moi, j'ai vu l'ouverture pour moi parce que c'est ça, comme j'ai toujours voulu en faire de la BD, puis dans ma tête, tu sais, quand t'es enfant, tu veux travailler pour Spirou, Tintin, tu te dis, c'est comme ça qu'on fait de la BD. Finalement, ça s'est ouvert, puis il faut dire aussi que, tu sais, j'ai pas lâché mon travail de jour. Hein. C'est comme, je travaillais encore en illustration pendant longtemps, pendant 10 ans. Là. Donc, même après, pendant l'appartement, j'avais encore des clients en illustration qui me permettaient de vivre.
Fait que, bon, que ça foire ou que qu'il y ait un succès, tant mieux, là, tu sais, mais je pensais jamais en vivre, là, même de ça, tu sais. Moi, ce que je suis content, c'est qu'on... Ce que je dis tout le temps, c'est on me fout la paix, tu sais, pour me laisser faire ce que je veux, tu sais, c'est comme... Puis avec mes livres, c'est ça qui se passe. Pour moi, c'est comme... tu sais, j'ai eu des clients dans la vie, j'ai travaillé avec des agences... j'ai eu des deadlines, j'ai couru, tu sais, au début, j'ai commencé, moi, ma carrière comme graphiste en mobilette. J'allais chercher les clients, tu sais, dans le fin fond de Saint-Eustache. Je dis que, tu sais, j'ai vraiment comme monté mon affaire moi-même, toujours été travailleur indépendant, pigiste, tout seul. Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Puis avec la BD, c'est la même chose. Tu sais, je suis rendu, je suis au point où je peux faire ce que je veux, quand je veux, si je veux, la longueur que je veux. La Pastèque est un éditeur idéal pour ça. Je pense que ça n'aurait même pas été possible, il y a 20 ans, faire un livre de 182 pages. Ou, tu sais, c'est pas... en BD, c'était pas... Il n'y avait rien dans ce genre-là. La BD adulte, ça restait quand même des formats, quand même des petits formats. Moi, je suis content d'arriver au début des années 2000 pour pouvoir faire ce genre de livre-là. C'est ça, dans le fond, que moi, je veux faire. Je veux pas... Puis je veux pas travailler pour la jeunesse. Non, hein? Ça n'a jamais été pour moi. C'est comme, non, dans ma tête, c'était jeunesse, la BD. Non, c'est pas ça. C'est comme, quand les BD adultes sont arrivés, quand Chester Brown est arrivé, puis tout ça, John Quarterly, c'est là que moi, j'ai vu que, oh my God, là, il se passe que Julie Doucet, tout ça, il se passait quelque chose. Ben oui. Là, les gens, ça s'en allait vers les adultes. Là, j'ai compris qu'il y avait peut-être une place pour moi là-dedans. Et c'est fou parce que aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais comme on le disait plus tôt... C'est pas vieux. Ça fait vraiment pas longtemps. Non. D'ailleurs, moi, je me plais à dire que tu es l'auteur de plusieurs premières dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. Oui, on a parlé d'une adaptation en film tantôt, mais et tu as réussi un doublé, c'est-à-dire de remporter à 2 reprises un prix au Festival d'Angoulême, qui est... on compare ça souvent aux Oscars de la bande dessinée. La première fois que tu remportes le prix, c'est pour... Paul à Québec. Paul à Québec, en 2009. Ouais. Ta réaction, c'est quoi? Écoute, je savais bien que... Moi, tu sais, à rigueur, je savais même pas c'était quoi le festival d'Angoulême. Ben, tu sais, j'en avais entendu parler, mais tu sais... c'est mon éditeur qui m'a réveillé quasiment au matin. Il était 5 heures. Dring! C'est Carole, ma blonde, qui a répondu. C'est Frédéric qui veut te parler. Il me dit, t'as gagné le prix du public à Angoulême. Bon, c'est super. Qu'est-ce que c'est? C'est-tu le fun, ce prix-là? Ça vaut-tu la peine? Tu sais, c'est comme... Là, il dit, Mike, c'est comme un Oscar. You, réveille. C'est comme... Bon, ben c'est super, Fred. Là, après ça, je me suis informé là-dessus. J'ai bien vu que, OK, le Festival d'Angoulême, il est un fauve. C'est quelque chose, prix du public en France. En plus, tu sais, c'est comme quand en France, ça marche les prix aussi. Tu sais, le prix du public, il y a un tag sur l'album, puis les gens sont preneurs. J'avoue que c'est le seul endroit que j'ai vu sur Terre où ça fonctionne. Quand il y a un bandeau, le livre se vend. Quand il y a un tag prix Femina, prix Goncourt, c'est comme des ventes demain. Les Français sont partants pour les prix. Ben, il faut savoir aussi qu'en Europe, c'est quand même pas anodin que tu remportes. Parce qu'il y a tellement de monde aussi. Il y a tellement, tu sais, on parle de entre 5 000 et 6 000 nouveautés par année. Malade. Donc, de se frayer un chemin et d'essayer d'exister à travers tout ça, c'est quand même fou. Alors que tu remportes une première fois, c'était historique au Québec. Ouais. On avait... Mais là, Michel, en plus, remporte un deuxième fois. Ouais, non, ça, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou, là. Jamais je me serais attendu. En plus, on était nominés aussi une autre fois pour Paul au Parc. Il y a une nomination qui était placée dans la catégorie jeunesse, qui n'était pas à bonne place. C'est Riyad Satouf qui l'a eu avec Pascal Brutal, je pense, un truc comme ça. Mais mon livre n'était pas à bonne place. Mais jamais je me serais attendu à gagner un autre faux. Tu dis, OK, c'est once in a lifetime. Je remercie le bon Dieu, ça ne m'arrivera plus jamais. Ben non, prix de la série en 2021, là, ça, c'est vraiment... j'avais un peu le souffle coupé. Là, j'avoue que j'ai un petit peu versé une larme. Là. Je me disais, Colin, c'est quelque chose, là. Je suis content. et d'ailleurs, tu as participé à ce festival-là à de nombreuses reprises. Oh, je suis allé souvent, oui. D'ailleurs, on s'était vus, nous, en 2012. Je me souviens à quel point... Ma réaction, en fait, c'était de voir la file interminable pour avoir des dédicaces de toi. Et je me disais, là, je suis pas à Montréal, je suis pas à Québec, je suis à Angoulême. Oui, c'est vrai. Et c'était impressionnant. Puis je me souviens, tu n'avais pas arrêté, tu avais dédicacé. Alors, c'était fou. Je veux dire, moi, je me souviens que de m'être dit, ça, c'est de la science-fiction. J'y aurais jamais cru il y a 20 ans. C'est vrai, c'est vrai.
c'est assez surréaliste. Il y a des files plus longues qu'ici, même. Je veux dire, à Angoulême, c'est les enragés aussi, c'est les enragés de la dédicace. Hein? Fait que les gens vont là pour la dédicace, puis ils sont prêts à attendre bien longtemps. Là. Il y en a qui ont leur valise, là, tu les vois circuler avec leur valise. C'est plein de livres, ça. Ils veulent les premières éditions, hein? Ils veulent la signature de l'auteur de la première édition, puis ça, ils sont prêts à attendre, là. Ah oui, d'ailleurs, il n'est pas rare lorsqu'on est au festival, si on rentre aux petites heures du matin après avoir pris un verre ou deux, de voir ces collectionneurs-là déjà attendre en file devant les bulles à 3 heures du matin, alors que l'ouverture des portes se fait à 9h, 10h. Écoute, Alors c'est fou, là. Il y a des auteurs qui passent pas souvent, mais il y a des grandes vedettes là, qui vont passer là. Les gars sont là. Enfin, je voulais aussi revenir parce que, oui, 2 prix Angoulême, et là, je voulais être sûr de bien dire les choses. Alors, tu as également obtenu l'insigne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Oui, Compagnon des arts et des lettres. Compagnon des arts et des lettres du Québec. Puis tu as été nommé au grade de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres en France. Oui, cette année, oui. Ça peut sembler abstrait, mais c'est quand même pas banal qu'un auteur de bande dessinée québécoise ait à ce point marqué les esprits. Est-ce que ça, c'est le genre de distinction qui donne le vertige aussi? Oui. Je sais pas, tu sais, ma blonde, j'étais avec une femme avant qui vraiment me abaissait tout ça, tu sais, Carole a vu ça monter, tu sais, puis elle disait, non, tu t'en fous pas la tête avec ça, puis c'est rien, c'est des prix, c'est des encouragements, c'est des tapes sur l'épaule, mais tu continues, tu sais, puis j'ai toujours gardé ça en tête, puis j'ai toujours gardé ça assez froid, ces affaires-là. Ça m'arrive, je suis content, petit feu d'artifice, on va au restaurant, c'est fini. On met ça sur, je mets ça sur le mur ou je mets la petite médaille dans sa boîte, puis on continue. J'en parle jamais. Je ne suis pas me péter les bretelles avec ça. Là, je suis bien content. J'aurais aimé ça que mon père soit en vie pour pouvoir y dire. Mon père, c'est un Français d'origine. Je pense qu'il aurait trouvé ça cute que j'ai la médaille. Là, c'est sûr que... D'ailleurs, ton père, on peut quand même le côtoyer à travers ton œuvre dans certains albums clés. D'ailleurs, on le voit souvent. Oui, c'est ça. Alors là, tu as terminé Paul à la maison il y a quelques années déjà, qui est un album qui, pour moi, est un morceau de bravoure parce que au niveau du dessin, il y a un souffle, il y a une générosité. C'est probablement l'album le plus dense que tu as fait. En me préparant thèse, c'était le livre où j'étais presque le plus déprimé de ma vie. Puis je me rends compte que j'ai quand même gardé le cap pour le dessin. C'est pas un dessin qui est relâché, qui est déconstruit. J'ai quand même, tu sais, je sais pas si c'est ma formation de graphiste, mais j'ai gardé ça. Non, on fait bien ça. On le fait comme il faut, ou bien on le fait pas. C'est sûr, c'est ça ma devise. Tu le fais-tu comme il faut? Des fois, je dessine en haut, je fais comme... Puis je dessine, puis je suis fatigué. Puis là, je me dis, Mike, t'es-tu en train de le faire comme il faut ou t'es en train de botcher, là? Fait que si t'es en train de botcher, va-t'en chez vous. Fais autre chose. C'est vraiment... Je suis bien rigide avec ça, genre, non, il y a rien... Dans la vie, si je commence quelque chose, je le fais comme il faut, puis j'ai jamais rien botché, là, ça m'intéresse pas, ça. Ah non, d'ailleurs, cet album-là, moi, je trouve qu'il est tonique dans le trait, il est généreux, il est puissant. Juste la scène d'ouverture avec l'oiseau sur le bord du plan d'eau, je veux dire, sur le bord du ruisseau. Déjà là, tu te dis, mon Dieu, on commence l'album comme ça. Il y a une mélancolie là, qui commence tout de suite. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait, Michel, après Paul à la maison? Parce que moi, le sentiment que j'ai eu en le lisant, je me suis dit, tiens, ça y est. Ça boucle la patente. C'est la fin d'un cycle, c'est sûr et certain. Oui, je me suis fait dire souvent, c'est la fin d'un cycle. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Je sais pas trop. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, ben voilà la série, on vous offre le coffret, avec une belle boucle dessus, tout est fini. Mais bon, je suis pas encore assez vieux pour aller à la résidence personnes âgées. Fait que quoi faire, tu sais? Faut s'occuper, tu sais. Fait que j'ai commencé autre chose, puis on peut continuer. Je peux continuer avec ce personnage-là. Ce que j'aime avec ce personnage-là, c'est que, il y a pas d'âge. En fait, il y a mon âge. Il y a 10 ans, il y a 16 ans, il y a 18, il y a 52. Il y a 61. Dans le prochain, il y a 50, 55. Donc, il y aura un prochain. C'est une histoire. Je continue. Okay. J'ai envie de raconter des histoires à des gens. Je peux le faire par le papier. J'aime le livre. Le prochain, c'est un format un peu différent. C'est pas loin. Je veux dire, c'est le même ton, c'est le même gars, c'est le même univers, c'est le même langage. C'est juste la présentation est différente. On est en roman, plus petit, en roman tapé, avec pas mal d'illustrations. Donc, beaucoup de dessins là-dedans. Je te montrerai ça tout à l'heure. Puis c'est ça. Mais c'est une histoire avec des dessins et du texte.
ça reste pas loin de la bande dessinée. Parce que ça, je sens, moi, en tout cas, dans ta carrière, que ton travail correspond à tes envies. Et très vite, moi, j'ai eu l'impression que la prose faisait partie de tes envies. Oh, oui, ça fait partie de mes envies. Il y a des écrivains que j'admire. Je veux dire, je bave devant un paragraphe. Là, genre, oh, le maudit baveux, tu sais, réussit à faire ça en un paragraphe et il me fait brailler. Tu sais, c'est comme, je trouve que c'est fort. Là. C'est fort. Là. L'écriture pure, ça m'intéresse beaucoup. Là. Tu sais, j'ai une grande admiration pour ceux qui, avec 26 lettres, tu sais, du clavier, sont capables de me faire voyager partout, de me faire brailler, de me donner des idées. Je trouve ça fabuleux. Mais c'est quand même... En même temps, c'est étonnant parce que tu as passé ta carrière à raconter, oui, évidemment, il y a des dialogues dans les phylactères, tout ça, mais le dessin a toujours été très, très présent. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce que la prose, qu'est-ce que l'écriture te permet de faire que le dessin te permet pas? Ou comment tu abordes autrement, Paul? Je me rends compte qu'en écriture, on peut aller un peu plus loin dans les pensées intérieures. C'est surtout pour ça que ça m'intéresse, l'écriture, c'est de pouvoir parler de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça, en BD, on peut le faire, c'est sûr, il n'y a pas de trouble. On peut le faire avec les cases, tout ça, mais j'ai envie de le faire d'une façon courante puis de rester dans le texte sans être dérangé par des dessins des fois. Fait que, parfois, dans mon prochain, il y a des grandes pages pleines d'introspection qui ne sont pas interrompues par les dessins ni la lecture en séquence. C'est différent. Puis à ce moment-là, je vais commencer avec une illustration décorative. Paul est sur la plage, il regarde au loin. Là, c'est comme dans sa tête. C'est ce qui se passe dans sa tête. C'est légèrement différent, mais ça permet d'être plus bavard un peu. Parce que bavarder dans les phylactères, c'est lourd. Tu sais, Blake et Mortimer, tu connais, bon, tu sais, la narration en haut de cœur, tu sais, les pavés de même, c'est lourd, c'est comprimé, c'est comme, tant qu'à y être, allons-y donc, tu sais, sur 22 picas, puis on y va en 12 points, c'est plus facile à lire. T'sais. Et est-ce que ça te permet, parce que, évidemment, et t'en parles dans Paul à la maison, la douleur qui se rattache au métier de BDiste, d'être dans une position impossible de travailler, les tendinites. Alors, est-ce que justement la prose, avec des passages dessinés, est-ce que ça te permet d'apprécier davantage justement le dessin? Parce que là, je change le format de dessin que je prends d'habitude à 6 cases par page dans une très petite page. Ça, c'est assez difficile. C'est douloureux. Ça prend des lunettes fortes. J'ai les 3,25, c'est comme pas encore assez fort. Faut-tu que je mette une loupe? J'ai un peu des fois mal aux yeux, mal à la main. Je me sens de moins en moins confortable à travailler là-dedans. Ça va-tu revenir peut-être? Mais j'aime la bande dessinée. J'adore les séquences, tout ça. Là, je me donne un break. Parce que je l'ai commencé, mon prochain, en fait, ça s'en allait être un album 9-12 pareil. Puis dès les premières cases, j'ai fait comme « Oh my God, c'est douloureux cette affaire-là, j'en peux plus. » Fait que c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour raconter quelque chose sans que ce soit trop douloureux, mais qu'il y ait des dessins pareils. C'est exactement ça. C'est des dessins au plomb, assez grands, même pas finis à l'encre, parce que la plume aussi, c'est très tendu. Le pinceau, c'est très tendu. Là, j'y vais au plomb. Puis je vais faire comme beaucoup d'auteurs de BD font, ils craignent le noir un peu, puis ça fait un petit dessin charbonneux assez charmant à imprimer. Écoute, ça donne envie. Alors, 2023? Oui, genre 2023, je dirais. Donc, Michel, vraiment, merci beaucoup. Merci, Jean-Dominique. Merci beaucoup de ta présence. On te souhaite encore plusieurs albums, peu importe le format qu'ils auront, parce que de toute manière, tu le sais, les lectrices et les lecteurs t'aiment. Moi, en tout cas, je fais de mon mieux. Mais comme tu disais tout à l'heure, je fais quelque chose qui suit mes envies. Je peux me permettre ça. Pourquoi pas? Je peux me permettre de... Je fais de mon mieux là-dedans, et puis on verra ce que ça donne. Les gens vont te suivre, Michel, assurément. On verra bien. Merci beaucoup. Bon vent à toi, mon ami. Merci!